Merci Gwendoline de m'avoir présenté. Je vais vous parler des nouvelles technologies au service du diagnostic prénatal. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose un petit peu, complet et avec des notions un peu simples. Donc j'espère, voilà que je ne vous perdrai pas, dans les technologies et avec les termes un petit peu scientifiques. Donc pour commencer, je veux reprendre un petit peu dans le cadre d'une grossesse physiologique, quel est le dépistage proposé? Donc il est proposé 7 visites de consultation prénatale, également 3 échographies de dépistage au 1er, 2e et 3e trimestre, et il est proposé à toutes les femmes qui le souhaitent de réaliser un dépistage de la trisomie 21, donc avec un dépistage combiné qui prend en compte l'âge maternel, le dosage de marqueurs sériques, donc la PAPA et la bêta-HCG, ainsi que la mesure échographique de la clarté nucale au 1er trimestre. Donc dans le cadre du dépistage combiné de la trisomie 21, ça permet d'avoir un score, et suivant ce score, en fait, il y a différentes, suites. Donc si le score est, faible, donc c'est-à-dire inférieur à 1 sur, 1000, il n'y a aucun test complémentaire, de réaliser, et la surveillance, standard de la grossesse est poursuivie. Lorsque le risque est compris entre 1 sur 1000 et 1 sur 51, donc le risque de trisomie 21 est augmenté. Dans ce cas-là, il est proposé de faire un diagnostic prénatal non invasif, ou DPNI, où on va aller regarder l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel pour vérifier si le risque il est présent, et si il est positif, on peut proposer après une amniosynthèse. Et dans le cadre d'un risque qui est supérieur ou égal à 1 sur 50, donc c'est un risque qui est très élevé, et dans ce cas-là, il est proposé d'emblée un prélèvement invasif par amniosynthèse ou biopsie de trophoblast. Donc du coup, ça, c'est dans le cadre du dépistage. Donc après, dans le cadre du diagnostic prénatal, quand est-ce qu'on peut le proposer? Donc il y a deux grandes situations. Donc la première, c'est qu'il y a un antécédent familial de maladie génétique, et la deuxième, c'est que lors des échographies, il est retrouvé un signe d'appel échographique, du coup, qui oriente vers un centre de diagnostic prénatal. Donc dans le cadre d'un antécédent familial de maladie génétique, donc on peut proposer plusieurs choses. Donc la première chose, c'est un diagnostic prénatal, ensuite un diagnostic préimplantatoire et un diagnostic prénatal non invasif. Donc je vais un petit peu parler de ces 3 situations. Donc pour le diagnostic prénatal, c'est donc une recherche ciblée de la mutation ou variation familiale à partir d'une amniosynthèse qui peut être faite à partir de 15-16 semaines d'aménorrhée, ou d'une biopsie de trophoblast à partir de 11 semaines d'aménorrhée. Concernant le diagnostic préimplantatoire, donc il s'agit de la procréation médicalement assistée. Donc il est nécessaire de faire un prélèvement ovocytaire et également un prélèvement de spermatozoïdes. Donc il y a ensuite une fécondation in vitro, donc en dehors du corps, par injection cytoplasmique, intracytoplasmique du spermatozoïde. Ensuite, donc l'embryon, il se développe, et au stade de 8 cellules, on peut du coup extraire, donc prélever une cellule de l'embryon qu'on va ensuite analyser, et on va après transférer les embryons non atteints chez la femme. Le diagnostic préimplantatoire, il n'y a actuellement que 5 centres en France, donc Paris, Strasbourg, Montpellier, Nantes et Grenoble. Et il peut y avoir des délais d'attente qui peuvent différer suivant les centres et suivant les indications. Donc concernant le diagnostic prénatal non invasif, c'est possible pour un antécédent d'aneuploïdie, donc d'anomalie chromosomique, d'anomalie de nombre de chromosomes. Et actuellement, l'assurance maladie ne le rembourse que dans le cas d'un antécédent de trisomie 21. Autrement, après, c'est à la charge de la patiente. Ensuite, il y a également des nouvelles techniques de diagnostic prénatal non invasif des maladies monogéniques. Donc ça a été quelque chose qui a énormément été étudié par l'équipe de Juliette Nectou à Cochin, où ce DPNI peut être proposé notamment, donc dans un premier temps, pour détecter des variants absents du génome maternel, donc c'est-à-dire soit des maladies associées à des mutations de novo, donc notamment la chondroplasie ou les dysplasies thanatophores, et également dans des maladies dominantes de transmission paternelle, donc c'est le père qui est porteur, et dans les diagnostics d'exclusion de certaines maladies récessives lorsqu'il y a du coup une
deux mutations hétérozygotes composites, donc que le père et la mère ne transmettent pas la même mutation à l'enfant qui est atteint. Et cette technique, en fait, c'est qu'on va aller rechercher le variant dans l'ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel pour regarder s'il y a du coup le fœtus, s'il est atteint ou s'il est non atteint, c'est qu'on ne retrouve pas du tout l'allèle muté dans l'ADN fœtal circulant. Il y a également de nouvelles technologies qui permettent de détecter, de faire une détection quantitative, donc de compter en fait la présence de la mutation dans le génome maternel. Donc ça pourrait être proposé dans les maladies dominantes de transmission maternelle, les maladies récessives, donc avec une mutation homozygote notamment, et dans les maladies liées à l'X, notamment la myopathie de Duchenne ou les hémophilies A ou B. Ça, c'est actuellement dans le cadre d'un protocole de recherche qui s'appelle DANIGEN, qui est du coup réalisé par l'équipe de Juliette Nectou à Cochin. Donc, dans le cadre du diagnostic prénatal non invasif, donc comment ça se passe? Donc les femmes enceintes se rapprochent de leur centre de génétique le plus proche de leur domicile voilà, et donc on fait un conseil génétique précoce. Donc quel est le risque de transmission de la maladie monogénique et est-ce que les parents sont porteurs de mutations différentes? Si c'est le cas, donc on contacte les équipes qui réalisent le diagnostic prénatal non invasif de maladies monogéniques pour vérifier le design, les commandes de mise au point et il y a un essai qui est réalisé. Donc si le DPNI est validé, on propose du coup une prise de sang maternelle à partir de 10 semaines d'aménorrhée. Donc il y a besoin d'avoir la fraction fœtale. Parfois on a besoin d'avoir d'un prélèvement des parents. Donc voilà, tout ça, ça se met en place durant le design. Et donc, il y a l'analyse du prélèvement. Et donc, s'il y a une absence de la mutation paternelle avec une fraction fœtale suffisante, le fœtus n'est pas atteint. Donc, on peut réaliser un prélèvement sanguin de confirmation une semaine plus tard. Et donc, comme ça, avec cette technique, on s'affranchit de faire un prélèvement invasif. Si la présence de la mutation paternelle est retrouvée avec une fraction fœtale suffisante, donc dans le cadre des maladies donc autosomique dominante avec un parent atteint, donc ça veut dire que le fœtus, il est porteur ou atteint. Et dans le cadre des pathologies récessives, il est important de faire un prélèvement invasif pour statuer sur la mutation maternelle. Ensuite, parfois, donc on a une fraction fœtale qui est insuffisante et on peut être amené à refaire une prise de sang par la suite. Donc actuellement, on peut proposer essentiellement le DPNI dans les maladies monogéniques par exclusion de variantes de novo ou paternelles. Donc c'est proposé en pratique clinique dans un nombre limité de pays. Donc c'est essentiellement des pathologies dominantes, mais également les pathologies récessives si les parents sont porteurs de mutations différentes. Ce n'est pas applicable aux réarrangements ou aux maladies à expansion triplée et c'est par rapport aux maladies récessives, si le variant paternel est détecté, il est nécessaire de faire un prélèvement invasif. Concernant le DPNI de toutes les maladies monogéniques par approche indirecte, donc ça, cette technique, elle est proposée actuellement qu'en pratique clinique au Royaume-Uni. Donc c'est une technique qui est très spécifique et très sensible, donc qui est universelle, applicable à tous les profils de mutation et tous les modes de transmission. C'est facilement modifiable pour être appliqué à d'autres gènes d'intérêt. Il n'y a pas besoin de confirmation par un prélèvement invasif. Par contre, pour cette technique, la disponibilité de l'ADN d'un index est nécessaire. Donc là, je vais passer à la deuxième partie. Donc, lorsqu'on retrouve des signes d'appel échographique lors du dépistage, donc là, on peut proposer un diagnostic prénatal. Donc, comme je vous ai expliqué, donc lors d'une échographie de dépistage, que ce soit au premier, deuxième ou troisième trimestre, il est identifié un risque de malformation congénitale chez le fœtus. Dans ce cas-là, la patiente est orientée vers un centre de diagnostic anténatal pour confirmer la présence ou non de cette malformation congénitale et de réaliser en plus une morphologie complémentaire pour vérifier s'il n'y a pas d'autres malformations associées. Les dossiers sont ensuite discutés lors des réunions de concertation pluridisciplinaire du CPDPN qui après évalue la nécessité ou non de réaliser un bilan complémentaire.
Donc, parmi les bilans complémentaires qui peuvent être réalisés, donc il y a des prélèvements non invasifs, donc sur sang maternel, mais également des prélèvements invasifs, donc amniosynthèse ou biopsie de trophoblastes, qui permettent de faire soit des analyses de microbiologie, de biochimie ou de génétique. On peut également discuter l'intérêt de réaliser des examens d'imagerie complémentaires, notamment une IRM ou un scanner. Donc, concernant les analyses génétiques en prénatal, donc les principales réalisées actuellement en routine, donc ce sont donc le karyotype qui permet de rechercher une anomalie chromosomique de nombre. Également, du coup, l'ACPA ou CGHRE ou puce à ADN qui permet d'aller regarder des anomalies chromosomiques de structure déséquilibrée, donc des délétions, des duplications, ce qu'on appelle des CNV, donc pour Complete Number Variation. Et on peut également réaliser la recherche ponctuelle d'une anomalie génomique, donc un SNV, un Single Nucleotide Variant, par un séquençage. Donc le plus classique, c'est le séquençage Sanger. Et on peut également réaliser d'autres techniques, notamment la recherche d'expansion de triplés ou des analyses de microsatellites. Donc actuellement, le karyotype et la fiche permettent de faire le diagnostic dans 15 des anomalies chromosomiques, donc de faire un diagnostic dans, voilà, ça fait à peu près 20 d'anomalies de malformations congénitales en prénatal. Lorsqu'on rajoute l'ACPA ou la CGHRE, ça apporte 6,5 de diagnostics supplémentaires en moyenne. Ce rendement, il est variable en fonction du signe d'appel échographique. Donc au total, si on prend la cytogénétique conventionnelle, donc avec le karyotype, et la cytogénétique moléculaire avec l'ACPA, ça fait environ 30 de diagnostic devant une malformation congénitale. Donc dans ce cas-là, on a quand même 2/3 des couples qui sont toujours sans réponse. Donc, qu'est-ce que permet de faire un diagnostic étiologique? Ça permet vraiment d'identifier la base moléculaire. Ça permet du coup de donner le plus d'informations au couple concernant la grossesse. Ça précise le conseil génétique. Et puis, pour de futures grossesses, ça peut permettre de proposer des diagnostics prénataux ou des diagnostics préimplantatoires. Lorsqu'il y a une absence d'étiologie, donc c'est-à-dire dans 2/3 des cas, en fait, le conseil génétique est limité et c'est la surveillance échographique qui permettra pour de futures grossesses de préciser s'il y a une récidive ou non. Donc dans ce contexte-là, à la suite donc, de ces techniques, donc il y a une révolution dans le bilan des maladies rares, donc avec le séquençage au débit d'exome et de génome. Donc juste pour faire un petit point, pour un peu différencier quelles sont les différentes techniques. Donc, une analyse pangénomique, ça veut dire une analyse de tout le génome. Donc, il y en a 3 essentiels. Donc, le premier, c'est la puce à ADN ou ACPA ou également dite CGHRE, qui permet du coup de regarder tout le génome et de rechercher s'il n'y a pas des délétions ou des duplications. Donc, dans le cadre du postnatal, il y a l'ACPA permet de faire un diagnostic dans 10 à 15 des cas. Donc ensuite, donc, il y a le séquençage d'exome. Donc le séquençage d'exome, en fait, ça séquence que les parties codantes de nos gènes. Donc dans nos gènes, on a des parties codantes qu'on appelle exons et des parties non codantes qu'on appelle introns. Donc cette technique permet du coup de détecter des mutations ponctuelles, des petites délétions ou petites insertions dans les exons et également des délétions, des duplications qui impliquent les exons. Donc cette analyse permet un taux diagnostic entre 30 et 40 en postnatal. Et donc, la troisième technique, c'est le séquençage de génome. Donc, le séquençage de génome, ça va tout séquencer, donc séquencer tous les gènes, donc les parties codantes, les parties non codantes, et également les parties, les zones intergéniques. Et donc, le séquençage de génome permet à la fois de voir donc les mutations ponctuelles, les petites insertions, les petites délétions, également les délétions et les duplications, les variants de structure et les expansions répétées. Voilà, les expansions répétées, ça dépend de certains séquençages, certains séquenceurs. Et donc, en postnatal,
le séquençage de génome permet un diagnostic entre 45 et 60. Donc, le séquençage d'exome, voilà, s'est mis en place sur le plan international, et il a été mis en évidence que ça permettait une prise de décision parentale, ça permettait d'accepter certaines demandes d'interruption médicale de grossesse, ça modifiait les prises en charge périnatales et ça permettait un conseil génétique précoce. Donc il y a eu, voilà, une méta-analyse qui a été réalisée. Donc il y a des publications du séquençage d'exome en prénatal depuis 2014 et donc le taux diagnostic global, du séquençage d'exome en prénatal est d'environ 31. Donc ce taux, il est augmenté lorsqu'il y a une suspicion étiologique monogénique, évalué environ à 42 vs 15 pour tous les tout venants. Et suivant l'indication du séquençage d'exome, le taux diagnostique est augmenté ou abaissé. Donc, par exemple, pour les anomalies squelettiques isolées, le taux diagnostique est d'environ 53 alors que pour les clartés nucales augmentées isolées, il n'est que de 2 Donc, en France, donc tout a débuté avec d'abord le séquençage d'exome, en phétopathologie, donc avec notamment, la série FETEX, où donc il y a eu 10 centres d'inclusion qui ont permis en fait de faire un séquençage d'exome, chez 100 fœtus, qui présentaient un syndrome polymalformatif avec une absence d'hypothèse diagnostique et un cariotype et une ACPA qui étaient normaux. Donc cette étude a permis de montrer un taux diagnostique d'environ 25 ce qui est à peu près, similaire à, ce qui était, retrouvé, dans les séries. Et cette étude a permis de mettre en évidence des présentations fœtales, des maladies géniques qui étaient atypiques, extrêmes, aspécifiques ou non rapportées. Donc ensuite, la deuxième étape a été de transférer le séquençage d'exome en prénatal. Donc ça, cela a été fait par l'étude Antiprénatome, donc qui a permis donc la réalisation d'un séquençage d'exome pour 150 couples, donc sur 19 centres d'inclusion en France. Donc les critères d'inclusion, c'était qu'une femme enceinte entre 10 et 34 semaines d'aménorrhée, qui présentait 2 anomalies à l'échographie fœtale, donc soit 2 malformations majeures, soit une malformation majeure et une malformation mineure, ou une malformation isolée avec une forte suspicion génétique. Et donc le séquençage d'exome était réalisé en parallèle de l'ACPA et donc le taux diagnostique était d'environ 41. Et concernant les CNV, donc les anomalies chromosomiques, il y avait 100 de concordance entre le séquençage d'exome et l'ACPA. Et ce taux diagnostic était d'environ 26 donc après une CGHRE, une ACPA normale. Le délai médian des rendus de résultats était de 28 jours et donc ces résultats voilà, permettaient d'orienter parfois les couples dans le cadre des issues de grossesse. Donc, il y a la filière Andirare qui a fait un état des lieux du séquençage d'exome prénatal en France. Donc là, ce sont des chiffres de septembre 2022 où donc là, vous avez voilà, la carte de la France et donc vous voyez quels étaient les centres qui proposaient du séquençage d'exome en prénatal. Et donc, il y avait une trentaine de centres de référence Andirare qui avaient accès au séquençage d'exome en prénatal. Donc un tiers qui utilisait un laboratoire local et 2 tiers qui envoyaient dans un laboratoire extérieur, soit académique, soit privé. Le délai de rendu des résultats était d'environ 2 à 6 semaines. Plus récemment, la SOFET a réalisé une enquête voilà, sur l'état des lieux du séquençage d'exome prénatal en France, donc auprès des centres de référence et des centres de compétences maladies rares Andirare, mais également auprès des CPDPN. Donc il y a une réponse d'environ 50 centres hospitaliers, donc vous pouvez voir voilà, sur les cartes. Et l'exome prénatal est proposé dans 88 des centres. Donc, il est mis en évidence voilà, qu'un nombre de prescriptions de séquençage d'exome qui augmente au fil des années. Donc là, on voit en 2022 qu'il y en avait environ 637 et que là, en 2023, on était à plus de 1000.
Donc devant voilà, cette augmentation du séquençage d'exomes proposé en France, il a été mis en place un groupe de travail génomique fœtal, voilà, qui est notamment dirigé par la SOFOET. Donc après le séquençage d'exomes, on peut se poser le séquençage de génome. Donc pourquoi pouvons-nous proposer le séquençage de génome en prénatal? Donc tout d'abord parce que le séquençage de génome, ses coûts se réduisent au fil des années. Donc comme vous pouvez voir ici que là ça a voilà quand même, ça s'est effondré au niveau des coûts, qui a un intérêt de recherche. Donc, dans le cadre du séquençage d'exomes, on a réalisé l'étude Handiprénatum dont je vous ai parlé. On en a également fait une à la suite donc, qui s'appelle DEPENI Exome. Dans la littérature, il y a très peu de publications donc, sur le génome en anténatal et c'est souvent des études rétrospectives. Donc, il y a un intérêt de recherche à évaluer le séquençage de génome en prénatal. Et actuellement, il n'y a aucun pays qui n'a lancé le déploiement du séquençage de génome en prénatal. Donc il y a également des avantages techniques et biologiques, hein, de réaliser un séquençage de génome. Déjà, ça serait l'intérêt d'un examen unique qui permettrait à la fois d'identifier, des CNV, des variantes de structure, des mutations ponctuelles et le séquençage de génome a une couverture qui est plus homogène des exons, donc avec une meilleure détection des variations exoniques. Par ailleurs, il y a des avantages biologiques, c'est que la quantité d'ADN nécessaire est moindre dans le cadre du séquençage de génome et le temps technique également. Puis on a également, on a également pris, l'avis des couples. Donc dans le cadre de Prénatum SHS, donc on a une équipe, de, sciences humaines et sociales qui a réalisé une étude, et qui a notamment interrogé les couples pour avoir un peu leur ressenti. Donc on leur a posé des questions par rapport à l'introduction du séquençage au début en prénatal. Donc il y a eu à la fois le côté des couples et à la fois le côté des professionnels. Et donc cette étude, donc elle a été menée donc en multicentrique, donc sur Angers, Dijon, Nancy, Nantes, Strasbourg. C'était des entretiens semi-dirigés, donc qui étaient soit faits en présentiel, soit en vidéo, par téléconsultation ou par téléphone. Et donc, dans la majorité des cas, les parents étaient, à leur domicile durant ces entretiens. Donc, il y avait un entretien, avant, avant le résultat, après le rendu de résultat et à distance. Donc, il y a eu 15 participants qui ont été, du coup, interrogés et ce qui est ressorti des échanges avec les couples, c'est qu'il était nécessaire d'avoir un interlocuteur référent, lorsqu'on, était dans un processus diagnostic prénatal. Là, en effet, hein, quand on arrive dans un centre de diagnostic anténatal, on voit beaucoup de monde, donc la sage-femme, l'obstétricien, la génétique, l'infirmière et donc voilà, les couples ont manifesté le besoin d'avoir un interlocuteur référent. Ils décrivent l'exome comme un plus, comme un bonus, une chance supplémentaire, pour avoir des réponses, concernant les malformations congénitales mises en évidence en échographie. Bon, ils rapportent qu'ils reçoivent beaucoup trop d'informations, en effet, hein, voilà, on doit leur expliquer les examens et donc quand il y a plusieurs examens, ça fait beaucoup d'informations, à assimiler et à donner et par rapport au rendu de résultats, certains, voilà, rapportent qu'ils souhaitent un rendu de manière concertée, groupée, parce que, donc vu qu'il y a 3 analyses, il y a 3 résultats et donc il peut y avoir un effet montagne russe lorsqu'on reçoit ces différents résultats. Et donc c'est quelque chose, voilà, qui du coup devant ces remarques, on se dit: «Pourquoi pas avoir un examen unique qui pourrait être du coup le séquençage de génome?» Donc fort de toutes ces données, on a mis en place le projet pilote français de faisabilité, donc Prénatum Ultra, qui évalue la faisabilité du, séquençage de génome rapide, donc c'est-à-dire avec des résultats rendus au prescripteur en moins de 16 jours en première intention et donc le séquençage de génome va être également, voilà, il va y avoir des analyses des objectifs secondaires. On va analyser, les différences de résultats entre, le séquençage de génome, versus, l'ACPA et le séquençage d'exome, donc pour voir si on retrouve bien la même chose.
de décrire quelles sont les difficultés techniques rencontrées pour le séquençage de génome rapide et évaluer les modifications de prise en charge de la grossesse. Donc là, ce projet de recherche, voilà, est actuellement en cours et donc il y a 8 centres d'inclusion, donc Dijon, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Rennes, Angers et donc à Paris, 2 centres à Paris. Donc concernant le séquençage de débit en prénatal, donc quelles sont les difficultés à son introduction? Bah, tout d'abord, le phénotype fœtal, mais en fait, c'est un phénotype partiel. Parce que du coup, c'est pas voilà, on ne peut pas examiner, un fœtus, son évaluation, ça repose sur l'imagerie et non pas sur notre examen. On a seulement des données morphologiques. Voilà, il nous manque, certaines données, notamment tout ce qui est les déficiences, donc on ne peut pas évaluer s'il y a une déficience intellectuelle, une déficience auditive ou une, déficience visuelle et donc ça limite, la corrélation, clinico-biologique et lorsque les couples s'orientent vers une interruption médicale de grossesse, l'examen phytopathologique a toute son importance parce que ça nous donne 70 de données supplémentaires, dont 25 qui sont pertinentes, dans le cadre des corrélations clinico-biologiques. Il y a, toutes les difficultés des variations de signification indéterminée ou de signification incertaine. Voilà, quand on fait un examen de génétique, on a 3 résultats possibles, hein. Le premier, c'est on trouve une variation pathogène ou probablement pathogène qui permet d'expliquer les signes échographiques. Deuxième possibilité, les résultats sont négatifs, on ne retrouve pas de variation, qui permettent d'expliquer les signes échographiques et le troisième résultat possible, c'est, ben, on retrouve une variation de signification incertaine, c'est-à-dire que, ben, on ne sait pas si, la mutation dans ce gène est responsable des signes échographiques et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, à gérer et dont la prise en charge est très différente en fonction des pays. Il y a également voilà, toute la question des données additionnelles. Donc étant donné qu'on fait un séquençage pangénomique, on peut tomber sur d'autres variations, sur d'autres choses dans d'autres gènes et donc ça, c'est des choses pareilles qui sont, très, discutées, voilà, au sein de nos sociétés savantes et il y a aussi, toute la question du temps et du coût, hein, donc la réduction du temps de rendu et la réduction des coûts, hein, donc qui va du coup, avec l'augmentation du nombre de demandes. Donc la Société internationale de diagnostic prénatal a fait, voilà, a donné ses positions, hein, dans un article en 2022 et donc pour eux, le séquençage de génome ou d'exome en prénatal, ça doit aider, à la prise en charge de la grossesse, de la naissance et de la période périnatale. Voilà, ils recommandent que le prescripteur ait une parfaite compréhension des bénéfices et des risques liés à un examen pangénomique. Là, il faut une qualité de l'information qui soit, très, développée, hein, qui est très importante. Étant donné que c'est un séquençage de génome, un test de caractéristiques génétiques, il faut impliquer les 2 parents dans le consentement et le conseil génétique, post-test doit être systématique, après, voilà, par un généticien, médical. Dans le cadre du prénatal, il faut qu'il y ait un phénotype qui soit très détaillé, donc avec, des échographies, des échocardiographies si nécessaire, des IRM, des scanners pour, voilà, avoir le plus de détails sur, la morphologie, fœtale. Hem, il recommande, voilà, la réalisation du séquençage de génome en prénatal devant des anomalies fœtales multiples ou des anomalies isolées majeures. Il recommande que le phénotype soit révisé par un généticien, donc qui considère qu'une étiologie génétique est possible et voilà, cela également peut être proposé dans le cadre de grossesse, avec une pathologie, fœtale lors d'une grossesse précédente. Il recommande que le séquençage d'exome ou de génome, soit réalisé avant ou en parallèle, soit réalisé après ou en parallèle d'une ACPA, que ce soit réalisé en trio, c'est-à-dire qu'il y ait le séquençage, du fœtus et des 2 parents et le dialogue entre les cliniciens et les biologistes est très important, pour, voilà, pour, répondre, voilà, à la question, étiologique. Donc il recommande, hein, le rendu des variations, pathogènes ou probablement pathogènes. Concernant les variations de signification indéterminée, heu,
voilà, cela peut être discuté de les rendre par les cliniciens experts ou et après information du couple. Et il ne faut pas oublier que dans le cadre d'un résultat négatif, ça n'exclut pas un diagnostic génétique et un résultat négatif ne garantit pas un bon pronostic. Qu'il est important de refaire un phénotypage en postnatal et de réanalyser les données, dans le cadre d'un résultat négatif et proposer au couple de participer à des projets de recherche, si, cela est approprié. Donc le séquençage, haut débit en prénatal, hein, ça soulève de nombreuses questions. Donc d'abord, quelles indications? Pour voilà, devant quelle malformation, peut-on proposer un séquençage haut débit en prénatal? Donc est-ce que pour des anomalies isolées ou des syndromes polymalformatifs? Est-ce que ça peut être proposé, lorsque les atteintes fœtales sont à pronostic échographique variable? À quel moment proposer le séquençage au débit? Donc au premier trimestre, donc où il existe un phénotype partiel, donc avec une plus grande difficulté d'interprétation des données et donc une augmentation, du risque, de variation de signification indéterminée. Mais au deuxième ou au troisième trimestre, le phénotype est plus complet, mais voilà, l'interruption médicale de grossesse risque d'être plus tardive, si jamais on trouve quelque chose. Donc ce sont des questions, voilà, qui se posent. Il est très important d'avoir une collaboration avec les CPDPL, les centres de référence maladies rares et les laboratoires de génétique. Voilà, il faut que ce soit dynamique. On se pose également la question de la plus-value clinique par rapport au taux diagnostic et au délai de résultat et quels sont les surcoûts. Quel est le délai maximal acceptable pour rendre ce type, de résultat? Et voilà, il nous manque, hein, voilà, des biologistes agréés avec l'expérience dans l'interprétation des données pour les malformations congénitales. Et puis, quid des rendus, de variation de signification incertaine ou des données incidentes? Ce sont, voilà, plein de questions, qu'on se pose actuellement, entre généticiens. Bah, je vous remercie, pour votre attention et puis, je suis disponible pour répondre à vos questions, si vous en avez sur la présentation et puis après si vous avez d'autres questions, en règle générale dans le cadre du diagnostic prénatal.